Come on, skinny love, just last the year. For a little soul, we were never here. My, 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 staring at the scene. Bonjour à tous, ici le Geekophile et je suis avec Florent. Salut. Et nous sommes chez le nouveau chez toi. Ouais, on a déménagé là, début octobre. D'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas pu vraiment tourner de vidéo début octobre. Moi j'avais mon déménagement, toi t'avais des partiels. Ouais. Donc là ça prend un tout petit peu de temps. Mais bon, on arrive à avoir 5 ou 6 films. Et je te laisse commencer. Alors je commence avec un top 5. Dans le top 5 c'est J'irai mourir dans les Carpates, un film de Antoine de Maximi. Ouais. Son premier film en fait en tant que film, puisque Antoine de Maximi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est celui qui a fait les J'irai dormir chez vous, qui est une émission qui a été diffusée sur Arte je crois, ou des choses comme ça. France 1, ou France 1, un truc comme ça, ouais. Il avait déjà fait des films entre guillemets où c'était des J'irai dormir chez vous un peu plus longs en fait. Voilà. Et là il est parti sur une fiction où il imagine que eh bien, lors d'une de ses randonnées dans les Carpates ici, donc en Roumanie, eh bien, il lui arrive quelque chose de dramatique, c'est qu'il disparaisse et que bien du coup ses proches arrivent à récupérer son sac avec une partie de ses cassettes, mais on ne sait pas où il est. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a eu une supposition qu'il a eu un accident de voiture, mais de là on n'a pas retrouvé le corps, on a retrouvé la voiture sans le corps, donc totalement disparu. La police française un peu désintéressée parce que bon bah oui il a eu son accident de voiture, terminé, voilà. Et par contre la monteuse de ces émissions, elle va se dire non c'est pas possible, il y a un truc, il manque des cassettes, et elle va chercher. Et le but du film ça va être, on va suivre le montage de la vidéo du film de son aventure et en même temps essayer de résoudre ce mystère de comment il a disparu, pourquoi il a disparu. En fait, c'est un petit film d'enquête détective. Voilà. Parce que tu es détective avec elle. C'est ça. Tu cherches des indices dans l'image. Attends, il y a là, dans cette image, le gars derrière, il a un comportement suspect. Est-ce que je vais pas creuser cette piste? Et voilà, il y a un côté un peu ludique. Ouais. Alors du coup, moi, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que ça reste pas un très grand film dans le sens où moi, j'étais un peu embêté par l'inégalité du film. C'est-à-dire que le début du film est vachement intéressant parce qu'on se dit ah vachement trop bien le concept et tout. Le dernier tiers est très cool parce que c'est là où on a les révélations mais qui arrivent peut-être un peu tardivement, et le milieu où on a beaucoup de fausses pistes qui nous font un peu ramer dans le truc. C'est ça, et qui du coup nous disent ouais on aurait préféré avoir quand même au moins une piste qui se tient à chaque fois, donc on a une piste qui se tient à peu près tout le long mais pas assez d'infos, pas assez de... Et puis il y a le personnage du stagiaire. Donc du stagiaire de la monteuse qui est là simplement pour aider, qui pose beaucoup de questions, qui est un peu là comme personnage didactique. C'est ça. Mais il est un peu lourd quoi. Il est un peu lourd et il sert pas à grand chose. Et puis même à un moment il part, on se dit bon bah il va y avoir un intérêt, il va revenir. Ouais. Non, il disparaît en fait. Donc ce personnage là peut-être un peu trop. Ce qui aurait peut-être permis de développer d'autres choses. Bon ça permet, je pense que c'était pour avoir un tiers avec la monteuse pour qu'on comprenne ce qu'elle fait. Mais je pense que c'était suffisamment clair comme ça pour pas rajouter ce personnage. Ouais. Mais sinon c'est un film plutôt intéressant voilà, dans le concept. Et toi donc du coup ton top 5? Alors moi mon numéro 5 c'est un film québécois, c'est Antigone. C'est réalisé par Sophie Dérap. J'ai vu aucun de ses autres films, là c'est son 5e. En fait c'est une adaptation contemporaine donc d'une pièce de Sophocle. Un grand dramaturge, philosophe de l'Antiquité grecque. Et qui est un mythe aussi grec. C'est ça, oui, ouais, c'est une adaptation d'un mythe. Et en fait, alors je vais déjà juste parler du mythe d'Antigone rapidement. En fait, Antigone, c'est la fille d'Œdipe, donc le complexe d'Œdipe, tout ça. Et dans le mythe, elle se bat contre son oncle Créon, qui est le régent de Thèbes. Et elle se bat contre lui parce qu'elle a envie d'enterrer son frère, qui s'appelle Polynice. Mais Polynice, il avait attaqué la cité de son oncle. Donc lui, il dit, non Antigone,
je refuse que tu enterres ton frère. Et elle fait, non, la famille c'est important, moi je veux enterrer mon frère. Donc il y a vraiment une figure sacrificielle, genre qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ta famille? Est-ce que tu es prêt à te confronter à d'autres personnes? Et bon, comme dans toutes les tragédies grecques, tout le monde meurt à la fin, d'une façon des fois stupide, des fois extrêmement gore, et voilà, c'est souvent ça, donc bon, ce n'est pas réellement ça dans le film, mais on garde quand même cette figure. Et là en fait dans le film, Antigone, c'est une Kabyle qui est donc installée au Québec avec sa famille, et ils sont un peu irréguliers, tu vois, on sait pas trop, au niveau des papiers c'est un petit peu limite quoi. Et ce qui se passe c'est qu'en fait elle a deux grands frères, donc Polynice et Éthéocle, qui sont un peu trafiquants de drogue. Et il y a un moment, il y a des flics qui les interpellent, et t'as Éthéocle qui s'interpose et qui se prend une balle. Donc lui il se fait buter, et t'as Polynice qui fait « Oh non mon dieu, mon frère il est mort !» Et il se retrouve en tôle, et il est menacé d'expulsion, donc en Kabylie, ça, Kabylie, ouais. Ouais. Et là, on va avoir donc Antigone, qui est un peu l'intello de la famille, qui elle se dit, non, la famille c'est important, je vais me sacrifier pour mon frère. Donc je vous révèle pas ce qu'elle va faire pour lui, mais disons que elle va mettre sur la table son intégrité, tout son parcours qui avait l'air brillant. Elle est prête à tout sacrifier pour sa famille. Et ça va être vu par les enquêteurs comme un acte complètement stupide, sachant que l'enquêteur s'appelle Christian. Donc dans le mythe Créon, Christian, j'arrive vraiment à faire un rapprochement entre les deux. Et quand on voit le film et qu'on a lu un petit peu l'histoire qu'il y avait avant, on arrive à faire des parallèles un petit peu subtils. Donc c'est pas une adaptation concrète du mythe, mais c'est vraiment une relecture contemporaine. Et quand elle va arriver donc face au juge, elle va défendre l'idée de famille absolue, et elle va être vue comme une espèce de figure de contestation. Donc tu vas voir des gens dans la rue qui vont faire des graphes avec Antigone, ouais Antigone, t'es une fille bien et tout. Et nous, même en tant que public, on est en totale empathie avec elle, parce qu'on se dit, ouais, son combat, il est très très bon, quoi. Et ouais, donc c'est pour ça, c'est un film qui est enivrant, qui change totalement de l'habitude. Et là, c'est, soulevé par l'actrice qui s'appelle Naima Ricci, et elle est excellente, c'est son premier film, et vraiment, elle soulève tout ça, quoi. C'est très original comme traitement, et franchement, je vous le conseille. Je sais pas s'il est encore diffusé droite à gauche, mais c'est un des meilleurs films que j'ai vu ce mois-ci. Ok. Ensuite, moi je vais passer donc à mon top 4, et moi mon top 4 c'est un film donc Netflix, c'est Enola Holmes. Enola Holmes, donc du coup, c'est adapté d'un roman, pas de Sir Arthur Conan Doyle, car Sir Arthur Conan Doyle a créé Sherlock Holmes et Mycroft Holmes notamment. Mais ici c'était un peu une fanfiction qui est arrivée bien plus tard, c'était un livre pour enfants, et donc ils l'ont adapté sur Netflix. Avec notamment comme acteur le Superman, le dernier Superman, Henry Cavill, qui fait Sherlock Holmes, et Emily Brown qui fait donc celle qui joue dans notamment Stranger Things, qui joue du coup Enola Holmes. L'histoire très simplement, c'est Enola Holmes qui est élevée par sa mère seule, puisque le père est décédé. Les frères donc Sherlock et Mycroft sont partis faire leur vie à Londres. Et donc elles vivent dans la campagne, la mère apprend tout ce qu'elle sait à sa fille, le combat, etc., l'enquête et tout. Et un jour elle disparaît. Elle disparaît, la mère, en laissant pas de mots vraiment. Donc Enola, elle va pas comprendre, elle va avoir juste une petite boîte avec des bijoux dedans, enfin des trucs de couture dedans, et elle va pas comprendre tout de suite. Et elle va trouver des indices pour essayer de retrouver sa mère. Mais elle va avoir sur le dos Sherlock et Mycroft, puisque Mycroft devient son responsable légal et qu'il est un peu austère. Il va pas vouloir qu'elle aille vadrouiller et faire son enquête. Il va vouloir absolument la mettre dans un pensionnat de jeune fille pour qu'elle devienne une lady, qu'elle trouve un homme, et puis qu'elle se taise, qu'elle se conforme à la règle de l'époque. Donc elle, c'est pas du tout son style, et c'est pas du tout le style de sa mère. Donc eh bien, on va avoir cette fille qui va être en opposition avec son grand frère Mycroft, et avec un Sherlock qui va être un petit peu entre les deux,
qui va être en empathie avec cette jeune fille, puisqu'il n'est pas trop vraiment d'accord avec Mycroft. Mais les deux frères connaissent très peu cette jeune fille parce qu'ils sont partis à Londres, elle était encore enfant, donc il y a cette relation qui est un peu particulière. Le film se laisse bien regarder, c'est un film familial, hein, c'est pas non plus un grand film. Ça vaut pas les Sherlock Holmes de Guy Ritchie par exemple. Au niveau de la réalisation, il y a 2-3 choses intéressantes, mais sinon ça reste assez simpliste. Ok. Alors moi, mon numéro 4, c'est un film indépendant américain qui s'appelle 4G Lionnaire. Je sais pas si t'avais vu l'affiche, t'avais dit ça a l'air super. Mais j'ai pas eu le temps de le voir. Et moi, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je le voie avant qu'il soit déprogrammé. Alors c'est réalisé par Miranda Julie. C'est son 3e film, j'ai vu aucun autre de ses films. Et en fait, l'histoire, c'est une fille qui s'appelle Old Dolio. Donc elle s'appelle comme ça parce que c'est le nom d'un grand arnaqueur américain. En fait, ses parents sont eux-mêmes des grands arnaqueurs. Mais c'est pas pour sauver, pour voler des sommes énormes. C'est juste pour un peu survivre. Et en fait, ils font un peu des trafics de chèques. Genre, ils vont chez les personnes âgées pour dire ouais ça va, vous inquiétez pas. On prend un truc. Du coup, ils prennent les chèques, ils se font des chèques eux-mêmes et hop, ils récupèrent de l'argent. Ou alors, ils inventent des combines. Par exemple, ils prennent l'avion à 3 et puis ils se séparent et quand ils arrivent à destination, il y en a une qui dit ah merde, ma valise a disparu, j'avais plein de trucs dedans, il faut la retrouver. Donc ils se disent oui parce que en Amérique en gros quand tu perds un bagage tu peux te faire rembourser une somme je sais pas de 1500 $ et tout ça, et du coup ils jouent avec ça pour gagner un peu d'argent. C'est des petites combines à la con comme ça. Et en fait dans le film c'est basé sur ce personnage de Old Dolio qui va tout faire pour essayer de s'échapper de cette famille pour un peu créer un modèle familial, pour créer un peu la source d'amour qu'elle a toujours voulu mais que ses parents sont infoutus de lui donner. Et par exemple, il y a une fille à un moment qui doit aller à un stage pour apprendre à s'occuper d'enfants. Et elle dit ah j'ai pas envie d'y aller à ce stage. Et là Old Dolio va vers elle en disant écoute, si tu me payes, je vais à ta place. Et quand elle arrive là-bas, et ben finalement le fait d'avoir un enfant dans les mains, et ben ça va lui rappeler qu'il est possible d'avoir un cocon familial. Pendant tout le long on va voir ce parcours-là mené par les arnaques de ses parents. Mais ce qui est vraiment fascinant dans le film, c'est pas forcément l'histoire de ce personnage ou de cette famille, c'est l'ambiance qu'il y a autour. Parce que la réalisatrice, elle arrive à créer une ambiance onirique qui est absolument fabuleuse, un truc un peu de rêve. Par exemple, eux, ils vont habiter dans un local technique, assez grand, qui est juste à côté d'une usine. C'est une usine qui fait des produits chimiques. Et en fait, tous les jours, à 14 h, l'usine produit tellement de produits chimiques qu'il y a une espèce de surplus de mousse rose qui va aller au-dessus du mur de leur local. Donc à 14 h tous les jours, ils doivent venir avec des espèces de poubelles pour enlever le surplus de mousse pour éviter que ça détruise leur local. Et juste au début tu te dis qu'est-ce qu'ils foutent là, je comprends rien, mais c'est filmé un peu au ralenti avec une musique qui est incroyable, une espèce de dream pop électro, et ça rend toutes les scènes épiques. Et ça c'est extrêmement bien traité, ça amène un charme fou. Moi j'étais devant, je me dis waouh c'est génial. Et la bande annonce, la bande originale, je l'ai écoutée après, c'est réalisé par Emile Mosery, et je crois que c'est la plus belle bande originale de film que j'ai pu entendre depuis le début de l'année. Je me dis waouh mais c'est génial, j'arrête pas de m'écouter l'album, il est dispo sur YouTube si vous le voulez. Et ça amène vraiment des espèces de stylisation, même d'instants extrêmement simples, mais tout devient incroyablement épique avec ça quoi. C'est envoûtant, c'est superbe. L'actrice principale, il y a Evan Rachel Wood, donc on a pu voir dans Westworld récemment, c'est la grande rousse un petit peu fière comme ça. Et moi je l'avais découvert dans Charlie Countryman où elle jouait avec Shia LaBeouf, et elle avait aussi un côté très un peu hautain, un peu fier. Et là en fait elle joue vraiment une fille un peu de la rue, complètement déboussolée, un peu désabusée, avec une voix toujours hyper grave, comme ça, c'est cool, et avec des longs cheveux comme ça qui couvrent complètement le visage, comme ça lui permet de passer à travers les caméras de sécurité. Et elle va avoir une relation avec
la Gina Rodriguez, que j'avais vue dans Annihilation, c'est une actrice colombienne, je crois. Et leur relation, elle est absolument magnifique. C'est vraiment une bulle de bonheur en fait. Mais c'est pas une comédie, c'est pas un mélo, c'est un mélange un peu de tout ça. Et comment dire, c'est un ovni en fait ce film. Et moi, ce qui m'a plu, c'est, je te dis, cette originalité dans la réal et surtout dans la photographie, dans les idées, la musique, etc. C'est tout ça qui est réuni qui fait que c'est un film marquant. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Alors, on passe cette fois-ci donc au top 3. Moi, mon top 3, c'est Tesla de Michael Almeida. Le film, ça parle de quoi? Ça parle non pas des voitures Tesla, mais bien de Nikola Tesla, un inventeur de génie du début du XXe siècle, même fin du XIXe, qui s'est souvent opposé à Edison, qui est l'inventeur, du moins celui qui a démocratisé le courant continu. Et Tesla, lui, a dit qu'il fallait mieux utiliser en électricité le courant alternatif. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est le courant alternatif, donc l'histoire lui aura donné raison, mais sur l'époque, eh bien, c'était vraiment Edison qui était en fait plutôt quelqu'un qui rachetait des contrats par-ci par-là, qui avait énormément d'argent, qui avait énormément de brevets. Et donc c'est lui qui a démocratisé certaines choses. On dit que c'est lui qui a inventé l'ampoule, c'est pas tout à fait exact. Il a racheté pas mal de modèles avant de pouvoir arriver à l'ampoule qu'il a fabriquée. Pareil pour les batteries, etc. Donc il a été un peu pas un escroc, il a quand même fait avancer la science, mais il s'est attribué beaucoup de mérites, notamment sur certaines inventions de Tesla. Et on voit dans ce film donc cette confrontation, c'est le principal élément en fait, qu'on va retrouver dans ce film, c'est cette confrontation entre Tesla et Edison. Et on voit ça à travers des yeux donc d'une descendante de Tesla qui nous parle depuis le présent en nous expliquant ce qui s'est passé dans le passé et en proposant des scènes alternatives. Il y a une scène notamment où on voit Edison qui vient s'excuser auprès de Tesla parce que oui, tu avais raison, le courant alternatif c'est mieux. Et après, donc moi en la voyant, je me dis ah bon, il me semblait qu'il lui avait piqué son truc et puis qu'il s'était barré avec. Et après elle dit cette scène n'a jamais eu lieu, voilà. Et Edison a utilisé le courant alternatif sur la fin de sa carrière. Sans vraiment s'excuser auprès de Tesla d'avoir eu raison. On voit aussi donc ce combat entre courant alternatif et courant continu avec les détracteurs du courant alternatif qui vont faire ça pour créer la chaise électrique notamment. Et donc du coup pour dire, vous voyez, avec le courant continu ça ne serait pas arrivé. Et donc voilà, on a cette opposition qui est faite tout le long, avec aussi des éléments qui sont intéressants, c'est des petits anachronismes qui sont posés par-ci par-là. Où notamment dans ces anachronismes, eh bien, on va avoir Edison qui est avec son téléphone portable ou des choses comme ça qui vont être présentées tout le long et qui vont montrer en fait que les inventions de Tesla, même si elles ont été oubliées à ce moment-là, elles ont servi bien plus tard. Voilà. D'accord. Qui c'est qui joue Tesla? Qui c'est qui joue Edison? Du coup, celui qui joue donc Tesla, c'est Ethan Hawke et celui qui joue donc Edison, c'est Kyle MacLachlan. Ouais, celui qui jouait dans les films de Lynch. Voilà, c'est ça, ouais, qui a fait dans pas mal de films de Lynch, effectivement. Et donc, les deux acteurs s'entendent très bien dans leur rôle. Tesla, en fait, est très important dans le film. Edison est important, mais on le voit moins, en fait. On en entend souvent parler, il y a cette confrontation, mais Edison n'est pas le personnage le plus présent. Plutôt intéressant comme film. Avec flashback, flash forward, voilà, on joue un petit peu avec la timeline aussi, c'est plutôt bien fait. Alors moi, bon, comme d'habitude, je vais faire un ex-aequo. J'ai parlé de 2 documentaires français. On a eu beaucoup de films français d'ailleurs dans ce top que j'ai vu au cinéma. Alors le premier documentaire, c'est Adolescente, réalisé par Sébastien Lifshitz, qui avait fait Invisible il y a quelques années sur des homosexuels. Apparemment c'est un très bon documentaire. Et là en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va suivre 2 adolescentes. Une Emma, qui est un peu une fille de parents bobos, très riches, très instruits, lui disent non, il faut que tu fasses des grandes études, il faut que tu fasses prépa, etc. Et elle qui fait non, moi je veux être actrice, moi je veux un peu prendre mon destin en main, j'ai pas besoin de suivre votre parcours tout tracé. Et on va suivre aussi son amie, Anaïs, elle qui vit dans une famille qui est beaucoup plus pauvre, et elle qui va plutôt viser un peu à
aide-soignante ou travailler dans comment dire, avec des personnes âgées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont amies, mais qu'elles ont des, comment dire, des parcours sociaux qui sont totalement différents. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le film, il va se baser sur leur vie de tous les jours, leur amour, leur rupture, leur remise en question, leur avancée dans l'âge de l'adolescence. De l'adolescence. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de se dire que Sebastian Lifshitz, en fait, il a eu le même procédé que Richard Linklater avec Boyhood. Donc Boyhood, c'était on suit un jeune pendant 11 ans. Donc il s'est quand même dit, tiens, je vais investir dans cet acteur, en disant j'espère qu'il va encore bien jouer dans 5-6 ans. Et tout le film a été basé de son enfance jusqu'à son âge adulte. Là, Lifshitz, il a quand même peut-être eu des milliers d'heures de rush avec ces deux adolescentes pour regarder à la fin un film qui fait 2 heures et qui va être des petits bouts de vie. Donc d'un point de vue chronologique. Et il y a certains instants où on voit Anaïs avec son copain, tout va bien. Puis après on va passer à Emma, et juste après, ah dis donc, j'en ai marre, j'en peux plus jamais je me mettrai avec un mec comme ça, c'est dégueulasse. Et on comprend que ça s'est mal passé et qu'elle a envie de tourner la page. Mais ça se fait de façon assez instantanée et on comprend l'avancée. Il n'y a pas de timeline ou tout ça. On voit leur stage, donc on comprend qu'il y a une évolution. Mais tout ça c'est fascinant parce que il y a un côté du quotidien. Et comme j'ai dit, j'ai pas de sœur, je voyais pas souvent mes cousines et je sais pas ce que c'est être adolescente. C'est la première fois que je vois un film qui parle de ça de façon frontale. Et moi je trouvais ça fascinant. C'est un élément où je me disais, tu mets ça dans un film, je trouverais les personnages extrêmement agaçants. Et là, vu que c'est la réalité, je trouvais ça attachant. Et je me disais, ah oui, je comprends le conflit familial, ouais, de toute façon maman, tu comprends pas, t'es trop nul. Ah, j'en ai marre de faire ça, non mais de toute façon bientôt je vais dans mon appart, pourquoi vous me donnez pas plus d'argent, tout ça. Mais je sais pas, il y a un côté tellement vrai, tellement fort. Et ça finit sur une réflexion moi, qui m'a fait vraiment beaucoup rire, c'est que elles ont 14 ans, elles finissent donc à la fin de leur adolescence avec un peu leur émancipation, on quitte le foyer, quitte papa et maman, et là elles se retrouvent une dernière fois devant leur lac préféré, et elles regardent les autres filles autour d'elles, et elles font, de toute façon, à leur âge, mais nous on était tellement mieux qu'elles, là maintenant elles sont vulgaires, c'est vraiment n'importe quoi. Et tu sais, souvent on dit ouais, les jeunes critiquent leur aîné ou inversement, et là je me dis, mais oui, mais même des fois avec 5 ans d'écart, tu peux avoir un regard un peu de comme ça. Ça me fait vraiment beaucoup rire. Et voilà, et sinon, en ex-aequo, j'ai mis un film qui a fait un peu plus polémique, un peu plus parler de lui, c'est Un pays qui se tient sage, de David Dufresne, donc, qui avait fait principalement des petits programmes pour Arte, un truc qui faisait 50 minutes, et là il s'est dit non, je vais me lancer dans un film qui va parler principalement des violences policières pendant les manifs gilets jaunes. Alors, dit comme ça, on peut se dire ouais, il va y avoir un film très engagé, très gaucho, et même en voyant la bande-annonce, moi j'avais peur, je me suis dit bon, je vois vraiment où ça veut venir, vu que j'étais pas pro-gilet jaune ou pro-flic, je me suis dit oui, il va y avoir un espèce de regard frontal où on va se dire bah t'as vu, on avait raison nous les gilets jaunes, et j'avais peur de ça, mais en fait le documentaire il prend pas vraiment parti, il essaye d'être le plus factuel possible, sans dire à la fin vous avez compris il faut voter à gauche. Il y a quelque chose de très factuel, de très réel. On va être confronté à des images prises par des smartphones pendant les manifestations ou à des commentaires de certains hommes politiques qui font un peu froid dans le dos. Par exemple, on va avoir une scène où on va avoir un manifestant qui va ramasser une grenade lancée par un policier, la grenade explosée. Donc la scène est extrêmement choquante, surtout qu'elle est envoyée frontalement comme ça. On se dit waouh, c'est fou. Et par exemple, tu vas avoir des commentateurs juste après sur un journal télévisé. Ouais, mais bon, il a pris la grenade dans sa main, bien fait pour lui. Et on se dit, waouh, c'est encore plus choquant d'avoir un regard aussi, aussi cynique. Mais le documentaire est principalement basé sur des témoignages donc, de gilets jaunes qui sont pris une balle dans l'œil, par exemple, ou de sociologues, de philosophes, qui vont, par exemple, réfléchir à l'idée de l'égalité ou de légitimité.
à quel moment est-ce que le pouvoir, c'est la force? À quel moment est-ce qu'un État peut se dire démocratique si il engage le dialogue par des hordes de flics? Et ce qui est intéressant aussi, c'est le regard qui est posé sur les images. On va avoir des manifestants qui vont dire bah, vous regardez monsieur le policier, vous voyez ces images là, ça prouve bien que vous êtes en tort, ça prouve bien que vous êtes des méchants. Et le flic qui va regarder ces mêmes images en disant non, là on voit bien que les flics ils essaient de s'en sortir sous les jets intempestifs de pavés sur leur figure. Donc c'est les policiers les victimes. Et il y a tout ce regard sur qu'est-ce que c'est être victime, qu'est-ce que c'est la violence sociale plus forte que la violence des pavés. Et c'est vraiment riche. Il y a des moments où j'étais horrifié et des moments où j'étais en train de réfléchir. Alors c'est émaillé du coup par des séquences qui avaient fait les grandes heures de BFM TV, notamment celle du coup avec ce flic qui filme cette classe de jeunes qui sont mis à genoux en disant alors voilà une classe qui se tient sage. Donc là il a repris ça pour faire le titre un pays qui se tient sage et c'est vraiment féroce, c'est très bien mené et à la fin toute la salle qui était pleine, moi ça m'a fait vraiment plaisir de voir une salle pleine. On était en silence total, parce que ça finit sur un générique sans aucun bruit, donc t'es comme ça. Ah oui, c'est quand même ça quoi. C'est quand même ça, c'était ça Paris en flammes. Et maintenant on voit des images avec Paris, la rue détruite, et la même rue maintenant où tout le monde marche tranquillement, donc un peu un avant-après. Et je me suis dit à la fin, que le film soit bien apprécié ou pas, ça restera un témoignage d'une époque, un témoignage du monde d'avant. Avant le Covid, avant tout ça, on avait la crise des Gilets jaunes et je pense que ça sera peut-être le document le plus important, le plus fort sur cette période-là, sur toutes les réflexions que ça a pu mener. Donc oui, pour moi c'est un film important. Alors du coup, ton numéro 2. Moi, mon numéro 2, on arrive donc sur une comédie française qui s'appelle Antoinette dans les Cévennes. Et c'est mon numéro 2 aussi. C'est vrai, c'est beau. 2 concerts. C'est voilà, un film de Caroline Vignal. C'est son deuxième film, j'ai pas vu le premier. Et il y a un casting de malade, parce qu'il y a Laure Calamy qui jouait dans 10% principalement, et qui se fait connaître maintenant dans beaucoup de drames, beaucoup de comédies. C'est un peu l'actrice qui commence à se révéler. Moi je l'avais vu dans Ava, qui jouait la mère de l'héroïne, et je m'étais dit waouh, cette actrice elle joue vachement bien. Il y a avec son petit nez un peu retroussé, tellement mignonne. Il y a Benjamin Laverne, donc de la comédie française, et là qui jouait dans 3-4 films qui étaient présentés à Cannes cette année. Et qui a même été nommé au César de meilleur second rôle dans... dans Mon Inconnu. C'est ça, dans Mon Inconnu. Voilà, c'est ça. Mais vraiment c'est un super acteur. Et Olivia Cotte, que j'ai vu dans beaucoup de drames, notamment Pupille entre autres. Et là je parle de l'histoire, mais l'histoire elle est fascinante. Alors l'histoire est fascinante. Assez simple, c'est une instite qui a donc une classe et qui est amoureuse d'un des papas, d'un des enfants. D'une des enfants plutôt, parce que c'est une petite fille. Et sauf que ce papa n'est pas divorcé, et il a toujours sa femme. Et donc du coup c'est la maîtresse de la fille et du papa. Et donc à la sortie de la fête de fin d'année, elle retrouve ce papa, il lui dit ah ouais c'est bien, c'est les vacances et tout. On a une semaine nous deux. Ouais, une semaine nous deux, et il dit oui mais non on part à 3. Et puis elle dit à 3 qui? Et ben ma femme et ma fille quoi, on part dans les Cévennes. Dans les Cévennes, voilà. Et ils vont faire une randonnée. Mais c'est pas possible. Et donc du coup, elle se sent un peu con. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est dit bah je vais aller à la même rando. Mais secrètement. Et elle y va, et on lui a dit que c'était une rando qui traditionnellement se faisait, avant, se faisait accompagné d'un âne, parce que la personne, je crois que c'est à la base d'un auteur, je crois, qui faisait ce trajet avec un âne, et donc du coup, elle s'inscrit avec un âne. Et tout le monde lui dit ah mais vous faites avec l'âne, mais personne ne fait ça. C'est très courageux. Ah d'accord, c'est personne. Et donc elle se retrouve avec. Et c'est une rando sur une semaine. Ah oui c'est ça. Elle commence dans un refuge, elle part avec l'âne, le soir d'après un autre refuge, elle va faire tout un circuit. C'est 18 km, 26 km, après 19, etc. Et elle va devoir se trimballer cet âne qui s'appelle Patrick, et qui va être un petit peu, pas très aux ordres, en fait. Il va pas vraiment écouter ce qu'elle lui dit quoi. Et il veut qu'il avance, il n'a pas trop envie, des fois il va avancer un peu trop vite, voilà. Et il va y avoir des péripéties avec cet âne qui va être assez marrant.
Mais il y a toute une réflexion même, parce que c'est plus la relation avec l'âne, Ouais. sans qu'il y ait de Mm. mal prendre tout ça, mais plus avec l'âne que finalement sa relation avec cet homme marié. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que on se base sur le regard ou la vie de un peu la méchante. Parce que tu présenterais ça dans n'importe quelle comédie romantique, ça serait la méchante, c'est la maîtresse. Et là, tout le film est basé là-dessus. Et c'est bien présenté au début, quand elle arrive dans cette auberge, elle dit aux autres personnes ouais, bah moi, je vais faire ça avec l'âne. Ah, mais c'est courageux. Mais vous êtes là toute seule. Oui, en fait, j'attends quelqu'un. Ah, votre amoureux. Ouais, en fait, il est marié. Et là, t'as la moitié de la salle, enfin, la moitié de la table qui fait ah oui, donc vous êtes la maîtresse, quoi. Vous êtes une salope, quoi. Vous êtes. Ouais, bah, si. Oui, je suis la méchante. Et elle-même se considère comme méchante. Et j'ai jamais vu ça dans un film. Vraiment, cette espèce de regard très original avec d'autres personnes qui ont dit ah oui. Écoute, je vais garder mon mari. Ouais, pour c'est ça, moi, c'est ça. parce que, je vais me méfier d'elle, quoi. Et alors, le pire, c'est que son histoire de elle qui doit retrouver son amant va se répandre, c'est-à-dire que toutes les Cévennes vont être au courant. À chaque fois qu'elle va arriver à un endroit, ils vont lui dire mais du coup vous l'avez retrouvé? Comment ça je l'ai retrouvé? Votre amant? Oui. Ah d'accord, ah, bah, tout le monde est au courant en fait. Mais vous êtes en toilette. Et tout le monde est au courant en fait. À chaque fois qu'elle arrive à un endroit, elle arrive à 15 plombes après parce qu'à chaque fois elle galère avec son âne, mais elle arrive après tout le monde et tout le monde est au courant quand elle arrive. Donc elle est très embêtée. Et franchement, moi, je trouvais ça assez drôle. Il y a notamment une scène avec donc Antoinette Ouais. et la femme de l'homme avec qu'elle le trompe, qui est formidable. Parce que elle a des infos et elle a des doutes. Elle se dit c'est quand même bizarre que la prof de ma fille se retrouve dans les Cévennes au même moment où on est en vacances, c'est-à-dire arrêtez de vous foutre de moi. Et là on va voir Antoinette à côté qui va faire ah, alors là, pas du tout, pas du tout ce que vous voulez dire. Hein. C'est vraiment très fort parce que finalement sa relation avec ce mec, elle est totalement secondaire. C'est le plus important, c'est son émancipation à elle, c'est son parcours de personnage. Ça change du vaudeville habituel avec les portes qui claquent, l'amant dans le placard. Il y a quelque chose d'autre, quoi. C'est un regard vraiment très féministe et vraiment super enjoué, quoi. À la fin, je mets la banane, je me suis dit, oui, c'est super. là, c'est une comédie qui marche. Ouais, puis c'est bien écrit, c'est bien réalisé. Ouais. Et il a un bon succès, hein, et, même malgré le Covid, il a quand même fait plus de 500 000 entrées en salle, ce qui est très très fort pour un film. Il plaît autant, disons, à un public un peu de films d'auteur que de grandes comédies. Il est très bien noté, c'est le genre de film qui a fait un score un peu surprise, quoi. Ouais. Donc, mon numéro 1, j'ai mis un film laiton qui s'appelle Ailleurs. Alors, c'était une vraie aventure pour le voir, parce que ce film, en fait, il n'a pas été diffusé à Besançon à la semaine de sa sortie. Et je me suis dit, oh non, c'est dommage, j'avais vu l'affiche, j'avais tellement envie de voir ce film d'animation, et en fait, pas diffusé. Et là, je vois, octobre, une diffusion, à Baume-les-Dames. Et je me suis dit, waouh, il faut vraiment pas que je loupe cette occasion. Et donc c'était il y a 2 jours, j'ai pris ma voiture, j'ai fait une demi-heure de route, je suis arrivé là-bas, j'ai vu le film, à la fin j'avais les larmes aux yeux, je suis allé voir la guichetière, je fais, c'est quand même dommage que je sois seul dans la salle pour un film pareil. Et elle me dit, vous savez, nous on a toute une sélection de films qu'on peut passer, et là j'ai vu que c'était un film d'animation, j'ai pas plus réfléchi que ça, j'ai pris au hasard. Et j'ai dit, bah merci, le hasard a bien fait les choses, parce que voilà, je m'attendais à un film original, c'était vendu comme film d'animation aventure. J'avais vu l'affiche où on voyait donc un gamin sur une moto qui roulait sur un lac miroir, donc voilà, ça rendait quelque chose de superbe. J'avais des super retours, notamment par Valentin qui avait dit que c'était extrêmement beau, extrêmement réussi, et il mettait surtout en avant le fait que ça soit réalisé par Jens Zilbalodis, c'est un prénom laiton, donc et un nom de famille, c'est assez compliqué à dire, et que donc c'est le premier film de ce gars qui a 26 ans, mais c'est surtout un film qu'il a fait tout seul. Il était avec son ordi chez lui, et il a fait un film qui fait quoi, 1h15, un film d'aventure. C'est fou, quoi, parce que il l'a produit, il a fait tous les caractères design, le concept, la musique, le scénar, il a tout fait tout seul,
Alors quand on se dit, ouais, pour faire du cinéma, il faut une équipe, il faut connaître des gens. Non, le gars, il a fait ça. Il a fait un trip onirique et poétique, musical absolu, une expérience complète, avec son ordi, tranquillement, chez lui. Et là, il est arrivé au Festival d'Annecy. Annecy a fait bravo, bravo, c'est génial et tout. Je me dis, mais oui, bravo, c'est ça le cinéma aussi. C'est pouvoir amener sa vision de poète à travers un film, même si c'est tout seul. Pour moi, c'est un. Juste en termes de production, c'est à applaudir en tant que tel. Après, le film, il va parler d'une espèce de voyage un peu onirique. On va avoir un jeune, donc sur une espèce d'île, accroché à un arbre par son hamac. Et là, on va avoir une espèce d'entité noire, un peu gélatineuse, qui va s'approcher de lui et qui va le toucher. Et on va se dire, oh mon Dieu, il va le tuer. Et là, en fait, il va s'échapper de cette entité et il va se cacher dans un oasis. Ça veut dire qu'il va être complètement, comment dire, dans une espèce de sanctuaire où cette espèce d'être ne va pas pouvoir entrer. Et lui, il va se dire, je suis bien là, mais je ne peux pas sortir, parce que cette entité, elle bloque un peu la porte d'entrée. Et il va trouver une moto, il va trouver une sacoche à côté d'un cadavre, donc il se dit, si je reste là, je vais finir comme ce cadavre, qui avait peur de cette bête, et il va trouver les clés de la moto, il va s'entraîner à la moto, et là il se dit, ok, si j'y crois, je peux foncer, je peux quitter cette île, trouver un moyen de rejoindre le port, il trouve une carte, il se dit ok, si je passe par là, je peux trouver un moyen de m'en sortir. Et le film est muet, c'est-à-dire que toutes ces réflexions, tu les as avec lui, tu es en empathie totale, et à chaque fois tu le vois réfléchir, toi tu réfléchis avec lui, tu fais ah bah oui, c'est comme ça qu'il devrait faire. C'est ça qui te pousse à avancer, et il va voir un petit oiseau, alors il va commencer à le couver, à le nourrir, et l'oiseau va le suivre. C'est très simple, hein, c'est très poétique, et il va arriver à s'échapper, et on va avoir toute son aventure à travers cette île, où il va rencontrer des animaux, où le film va être coupé en chapitres. Donc à un moment il va arriver sur ce fameux lac miroir, où il va voir des éléphants donc, qui vont être en miroir en train de marcher, ça va faire penser au tableau de Dali, et donc cette entité qui va le poursuivre en marchant, un peu comme un Terminator qui ne s'arrête jamais, lui qui va s'arrêter pour dormir à un certain moment, et on voit l'entité qui va arriver de son côté, qui va commencer à aspirer l'énergie vitale des animaux qu'il va croiser, et tout le film peut être vu comme une espèce de grande métaphore ou analysé de différentes façons, parce qu'on sait qu'il arrive en parachute, et à un moment il va voir l'épave d'un avion avec des fantômes à l'intérieur, donc on se dit peut-être qu'il s'est jeté, enfin tout ça mène encore à l'interprétation, mais c'est surtout une expérience poétique, parce que dans tout le film, il n'y a pas un mot, mais il y a un design sonore qui est extrêmement fort, et des créatures comme ça qui vont se balader autour de lui, et vraiment c'est un vrai film d'aventure quoi. On est avec lui tout le long, c'est super beau, c'est reposant. Et à la fin, comme je vous dis, j'avais les larmes aux yeux, donc je me suis dit, bah oui, là c'est clairement le meilleur film sorti en septembre. Et bah, du coup, moi je vais terminer avec mon top 1, et mon top 1 du coup c'est Irrémédiable de Carles Torres. Donc c'est un film espagnol, et ça nous raconte l'histoire donc un peu un antagoniste, hein. C'est un mec qui est un macho, vraiment le mec très... il n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa copine, donc du coup c'est pas de sa faute. C'est un mâle alpha, donc il peut pas avoir de problème de virilité. Et il est infirmier urgentiste, et un jour, alors qu'il est sur une intervention avec son collègue et ami, son collègue ami quitte la route des yeux quelques instants pour voir ce qui lui se passe derrière, parce qu'il est en train de réanimer quelqu'un. Et à ce moment-là, du coup, il passe un carrefour et se prennent un camion. Et le mec est propulsé sur le mur et devient paralysé des jambes, donc paraplégique. Donc on sait qu'il a une bonne atteinte au niveau des jambes, et donc il se retrouve dans un fauteuil roulant du jour au lendemain, mais c'est toujours ce mec qui doit montrer sa vérité, et qui va être très possessif et très violent en fait, psychologiquement avec sa copine. Et sa copine un jour elle en a marre, et comme cet accident en fait ne fait qu'aggraver son humeur, et ben elle se bat et elle le laisse, et quelques mois plus tard elle va retomber sur lui, en fait lui va la retrouver,
Et elle va le voir en fait, enfin lui il va la voir du moins avec son collègue qui était dans l'ambulance et que lui il n'a pas eu de soucis. Et elle sort avec lui, avec son collègue. Donc un peu jaloux, mais quoi. Donc jalousie plus le fait que déjà il n'est pas hyper net, ça va complètement le faire vriller et il va se dire bah elle veut pas de moi mais elle mourra. Donc il va la kidnapper et il va la séquestrer. Comme dans Misery. Comme dans Misery, voilà. C'est vraiment... Là il n'y a pas de bouquin, mais un enfant, parce que du coup elle en fait elle veut avoir un enfant, avec lui elle n'arrive pas à en avoir, et il semblerait qu'avec eh bien, le collègue, avec qui bah, du coup elle sort depuis quelques semaines ou mois, on ne sait pas, et bien elle a quand même réussi à tomber enceinte. Donc le mec se dit je récupère la fille, et en plus de ça, on aura le gamin qu'elle veut. Donc logique. Donc voilà, tout va bien. Oui. Pour lui, tout va bien. Donc du coup, il va la séquestrer et ça va être assez horrible parce que en fait, on va être dans la surenchère d'atrocités quoi. Il va l'attacher, la bâillonner. Enfin vraiment, c'est atroce. Et ça part très très loin. Hein. Ça part très très loin. Je ne dis pas tout pour pas spoiler tout le film, mais ça part très loin. L'acteur qui joue dedans, alors, mais il est juste terrifiant quoi. Il a un regard, moi je trouve qu'il est froid, horrible, et ça part dans tous les sens, et ça devient extrêmement complexe. Alors c'est un petit peu, à chaque fois on le cite, notre Harry, un ami qui veut du bien, ben voilà, c'est toujours dans cette ambiance, voilà, cette ambiance perverse. Voilà. Donc voilà, si vous aimez un petit peu ces ambiances très glauques, très malsaines, c'est un film que je vous conseille, c'est pas tout public. Sans que ce soit forcément violent, hein, mais il y a une violence psychologique que je trouve importante quand même, donc je ne conseille pas ça à tout public. Et par contre, ça montre vraiment la face d'ombre de l'humanité. Ce qu'on appelle le pervers narcissique. Hein, vraiment, là, on est vraiment sur cette possession de la femme. Là, littéralement, il veut la posséder, quoi. C'est assez terrifiant. Mais voilà, je trouve que c'était intéressant comme film. Donc moi je trouvais qu'au niveau des personnages, de la réelle et tout, c'est plutôt super intéressant. Donc c'est un film que je veux bien recommander. C'est sur Netflix. Donc voilà, si vous avez Netflix, vous pouvez regarder Irrémédiable, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour notre top 5. Oui, pour les films de septembre. On se retrouvera début novembre pour parler des films d'octobre. Ouais. Et puis voilà. Ouais. Et bien sur ce, on vous dit à la prochaine et finite Incantatem.